du coup, je vais appeler maintenant sur scène un jeune et talentueux ingénieur des ponts des chaussées, passé aussi par Sciences Po et qui a dédié sa vie à l'engagement pour le climat. Il en est devenu conférencier sur cette thématique. Il était aussi représentant des jeunes à l'Assemblée des jeunes à l'ONU. Comme je t'appelle à venir sur scène pour une intervention sur la transition et le rôle des technologies dans la transition écologique. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien. Je suis absolument ravi d'être là et c'était pas gagné pour tout vous dire. J'ai eu un train qui a eu 3 heures de retard. Donc j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour la SNCF, parce que finalement je suis là. Voilà, bravo pour elle. L'autre chose à vous dire, c'est les préliminaires, on va dire. Ce soir à 17h, il y a la conférence de Maxime Blondeau, qui est un ami et qui est aussi un conférencier passionnant. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Vous allez en apprendre sûrement beaucoup plus que dans ma conférence. Enfin, je sais pas, on verra. Ce sera à vous de juger. On va commencer par une entrée en matière douce et non politique. Oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Bon. Oui, on peut l'applaudir encore si vous voulez. Voilà, bon. Vous vous souvenez de ce discours, donc moi à ce moment-là, j'étais un petit peu agacé parce que je faisais partie directement de ces Amish. À cette époque-là, j'avais lancé 2 procès sur la 5G, d'une part contre l'État, d'autre part contre les 4 opérateurs télécoms. Je ne sais pas s'il y a des membres d'Orange, Bouygues ou SFR. C'est pas contre vous, hein, c'était contre. L'idée en général, j'avais constaté en étudiant le dossier qu'il y avait un grand manque d'évaluation, notamment écologique. Et donc j'avais envie, comme je l'ai dit dans plusieurs tribunes et interviews, de faire la lumière sur cette technologie. Mais vous avez dû constater que vous avez à peu près toutes et tous la 5G sur votre téléphone. Donc, je ne dirais pas que ça a été un échec, mais ça n'a pas été un franc succès juridique. Voilà. J'ai perdu tous les procès et quelques dizaines de milliers d'euros en passant. Donc, un bénéfice, c'est que ça m'a quand même fait réfléchir sur le rôle que pouvaient occuper les technologies dans la transition. Et c'est cette réflexion que j'aimerais vous partager avec vous. La première chose à voir, c'est effectivement le président de la République a raison en disant que le problème est complexe. Vous venez de le revoir avec l'intervention d'Emma Aziza. Les problèmes contemporains sont complexes. On ne vit pas une crise climatique aujourd'hui. On vit une polycrise faite de 9 limites planétaires. Et à ça, on pourrait aussi ajouter une crise sociale, évidemment. Et donc, aujourd'hui, c'est le climat. Il y a vraiment une focalisation. Peut-être dans quelques années, ce sera hyper-focalisation sur la biodiversité. Peut-être dans 6 ans, ce sera hyper-focalisation sur les limites, sur les pollutions aux entités nouvelles. Et on connaîtra cet enchaînement classique de grands sommets internationaux qui sera ensuite décliné dans des directives, puis dans des lois. Il y aura des procès, il y aura des manifestations, etc. Voilà. Mais pour l'instant, c'est focus climat. Et dans ce cadre-là, on est un peu comme des joueurs amateurs de Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'on a un cube à 6 faces. En vrai, il en a 9, c'est les limites planétaires. Et on est super pas à l'aise avec ce cube-là. On essaye de le faire, et en ce moment, on est tout content parce qu'on est en train d'arriver à faire une face, le climat. Seulement en faisant ça, on oublie qu'il y a toutes les autres qu'on dégomme en parallèle pour y répondre. Et c'est pas tout. Cette crise, c'est aussi une question de timing. On s'en fout pas mal de trouver une solution géniale dans 3 décennies. Ce qu'on veut, c'est obtenir des résultats à court terme. Alors que faire? Bon, les ONG, les think tanks, les institutions ont quand même bien bossé. Il y a plein de scénarios de transition. Vous les avez lus un peu? ADEME, Negawatt, Shift, ouais, à main levée comme ça. Ah oui, ça a une bonne proportion. Vous avez aimé? Moins quand même. En général, c'est un peu ardu à lire. Ce qui est intéressant dans ces scénarios, c'est qu'ils ne montrent pas du tout les mêmes états du monde. Dans certains, là c'est l'image de gauche, ne cherchez pas votre oncle ou votre tante, hein, c'est une image libre de droit. Vous avez du réensauvagement, vous avez des nouveaux indicateurs de prospérité, vous avez potentiellement du rationnement aussi. Sur l'image de droite, vous avez
beaucoup, beaucoup plus de technologies. Vous avez potentiellement du stockage artificiel de CO2, vous avez de l'intelligence artificielle jusque dans vos chaussettes. Bref, le plus important à retenir dans ces scénarios de transition, moi j'en ai étudié une quinzaine à peu près entre l'ADEME, Negawatt, le Shift, BNL Evolution, etc. C'est que il y a des choix à faire. Il y a vraiment des choix à faire, structurels, en termes généraux, mais aussi en termes de technologie. Le problème, c'est que nous souffrons aujourd'hui d'un biais technologique dont on a hérité, dont on a profité, je sais pas, on pourrait dire du paracétamol au transistor, en passant par le tapis roulant pour chien. Oui, ça existe. Et globalement, la technologie a nourri ce que j'appellerais un rapport d'inflexibilité au monde. Voilà, ça fait un peu alambiqué, dit comme ça. Le temps est trop long, la technique nous accélère. Le temps est trop vide, elle nous divertit. L'effort est trop grand et elle nous assiste. Et ce réflexe technique, évidemment, il a été ancré par les révolutions industrielles, mais en fait, il est ancré en nous depuis très très longtemps. Vous avez sûrement dû entendre parler du mythe de Prométhée, ici représenté par le classique allemand Heinrich Fugger. Et ce que dit le mythe de Prométhée, c'est que l'humanité est née très faible. Là, les hommes, les femmes sont nés très faibles. On n'a pas eu de fourrure, peut-être à de rares exceptions près, je sais pas. On n'a pas eu de cornes, on n'a pas eu de griffes. Et du coup, Prométhée a volé le feu pour nous le donner. Alors après, pour lui, ça s'est mal passé. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Bon, ça fait quand même 28 siècles que c'est sorti, donc bon, il est peut-être un peu temps de se mettre à jour, mais voilà. Et donc, ce qui est intéressant avec ce feu, c'est qu'il nous est extérieur. Et donc, toute notre histoire, quelque part, c'est une adaptation du monde à nous, plutôt que l'inverse. Et c'est précisément ce rapport d'inflexibilité qui, aujourd'hui, nous pousse au solutionnisme technologique. Alors, 3 exemples pour ça. Le premier, c'est l'avenir de l'aviation. C'est l'avion à hydrogène. C'est l'avion à hydrogène. Ou du moins, c'est ce qu'on voudrait croire, parce que, précisément, notre inflexibilité nous dissuade d'envisager une modification des pratiques, une modification des comportements. Donc, la croissance du trafic aérien mondial sera de 4% par an. Ça, c'est la prévision de l'Association du transport aérien international sur 2019-2039. 4% par an. Pourtant, l'aviation à hydrogène n'est pas du tout la solution quand on y regarde un peu de plus près. Selon le directeur général d'Airbus, que vous connaissez sûrement, Guillaume Faury, elle pourrait arriver en 2035, cette technologie. Mais il ajoute dans une interview, et je le cite vraiment précisément, « Cette transformation est l'une des plus difficiles qu'on ait eu à résoudre dans l'histoire de l'aviation. » Donc, dans le meilleur des cas, le temps que la technique soit trouvée, puis validée, puis diffusée, en fait, il faudra attendre une vingtaine d'années avant que les résultats réels apparaissent pour l'aviation. Et même au-delà de ça, il y a toujours des effets de serre avec l'aviation à hydrogène. Pour 2 raisons. D'une part, l'hydrogène ne sera pas forcément vert. Et d'autre part, il produira quand même des effets CO2. Ça, c'est une question un peu technique. En gros, pour obtenir la même densité d'énergie que du kérosène, il faut brûler l'hydrogène en haute altitude. Ça provoque des effets non CO2. Donc, il restera un effet de serre lié à l'aviation, même si elle passe 100% hydrogène. Et le dernier point, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est la production d'énergie. J'ai fait mes petits calculs. Vous pourrez les revérifier. J'ai mis des petites lignes volontairement, comme ça, vous pourrez sur YouTube revérifier. Normalement, je ne me suis pas planté. J'ai fait plusieurs fois. Et en prenant des hypothèses optimistes, notamment de rendement électrolytique. En gros, pour propulser l'aviation française actuelle, il faudrait mobiliser la production de 20 réacteurs nucléaires à temps plein, ou un peu plus de 27 000 éoliennes de rendement standard. C'est des ordres de grandeur absolument considérables. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que ça demanderait en fait une reconfiguration de nos priorités, notamment est-ce qu'on préfère mettre l'énergie dans l'aviation plutôt que dans l'agriculture, plutôt que dans l'industrie, plutôt que, etc. Donc certainement l'avion à hydrogène est l'avenir de l'avion à kérosène, mais pensez que l'aviation à hydrogène est l'avenir de l'aviation à kérosène, ça, c'est probablement une illusion. Tout simplement parce que l'équation ne passe pas à plusieurs égards. Le deuxième exemple qui montre voilà, l'influence de notre biais culturel, c'est le choix de la 5G. Bon, vous avez vu que j'ai un petit lien un peu affectif avec le sujet. Je vais faire attention de ne pas trop me laisser emporter. Vous me contrôlez. En fait, notre biais culturel nous a conduit à penser que cette technologie, qui est sûrement très utile dans plein de domaines, notamment dans l'industrie, serait indispensable à la transition énergétique. Cédric O, donc le secrétaire d'État au numérique d'alors, disait «
Nous avons besoin de la 5G pour la transition environnementale. Donc, non seulement la 5G était présentée comme compatible avec les limites planétaires, mais en plus, elle devenait nécessaire. Pour moi, cette logique, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que, en fait, on n'a jamais prouvé ses bénéfices. On n'a jamais prouvé ses bénéfices énergie, matière, une fois pris en compte l'effet rebond lié à l'optimisation de la technologie et de la création de nouveaux usages. Par contre, on sait très bien anticiper les effets négatifs directs. Le Haut Conseil pour le climat avait publié un rapport dans lequel on a vu qu'il y avait 7 millions de tonnes de CO2 supplémentaires à horizon 2030 par an, par la 5G, ce qui est considérable par rapport aux émissions actuelles du numérique. C'est une hausse qu'il qualifie de significative. Bon. Donc, dans ce cas-là, à nouveau, on a l'impression que l'excitation pour l'innovation, qui est bien légitime, je le décris comme un biais culturel, donc collectif, très commun à tout le monde. L'excitation pour l'innovation est peut-être aussi un peu la peur de prendre un chemin de développement différent d'autres puissances mondiales, au premier titre la Chine et les États-Unis, eh bien, l'a emporté sur l'objectivité écologique dans ce cadre-là. Bon, je fais une conférence de 2 heures sur le sujet, je ne peux pas développer trop, mais voilà. Et dernier exemple, peut-être le plus farfelu, mais vous allez voir que ce n'est pas si farfelu que ça, la géo-ingénierie solaire. Plutôt que de mettre les bouchées doubles, en gros, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, certains commencent à envisager de réduire le rayonnement entrant. Bon, tout le monde est à l'aise avec le concept d'effet de serre, c'est 2 composantes, des rayons entrants, des gaz bloquants. Là, l'idée, c'est de jouer plutôt sur les rayons entrants, les empêcher de rentrer, soit avec de l'injection d'aérosols stratosphériques, soit avec des miroirs dans l'atmosphère, etc. Peu importe. Est-ce que vous pensez que c'est de la science-fiction, ça? Est-ce que vous pensez que ça a une quelconque chance de se produire un jour? C'est difficile à dire. Ouais, si vous êtes loin, je ne vous vois pas très bien, mais bon, on va dire que vous dites non. Eh bien, vous vous trompez, voilà. La recherche publique est en train de se mettre en ordre de marche actuellement aux États-Unis. Récemment, donc en 2021, l'Académie des sciences américaines a commandé un rapport pour étudier les options envisageables en termes de géo-ingénierie solaire. Et ça ne s'est pas arrêté là, le secteur privé a embrayé tout de suite avec la start-up Make Sunsets, qui propose des cooling credits. Vous connaissiez les carbon credits, on achète de la compensation carbone en plantant des arbres, etc. Cette start-up propose des cooling credits à 9,95 € la tonne. Donc ça devient extrêmement concret. On en a parlé de cette entreprise parce qu'elle procédait à des expérimentations illégales. Seulement son site, j'ai essayé d'en acheter un, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est possible, on peut en acheter. Bien. Le premier problème de ces techniques, évidemment, c'est que déjà, elles refusent complètement la complexité que j'ai évoquée en introduction. Cette technologie, en l'occurrence, utilise de l'acide sulfurique, qui est particulièrement toxique d'une part, donc ça affecte la limite planétaire, biodiversité, et en plus, ça a le défaut de détruire l'ozone, qui est une autre limite planétaire. Au-delà de ça, il y a des risques aussi de créer des phénomènes micrométéorologiques, de déstabiliser les productions agricoles, alimentaires dans certaines zones du globe. Donc il y a des enjeux évidemment géopolitiques, voire militaires. D'ailleurs, c'est l'origine de la géo-ingénierie solaire, c'est des enjeux militaires. Et le dernier effet, peut-être le plus inquiétant, c'est les chocs de terminaison. Peut-être vous avez entendu parler de ça. La géo-ingénierie solaire, en fait, présente le risque, si elle s'avère défaillante pour une raison ou une autre, par exemple parce qu'on ne peut plus mettre suffisamment de soufre dans l'atmosphère parce que les bases de lancement de missiles stratosphériques sont dégradées à cause d'une guerre, peu importe. Si les boucliers mis en place par les géo-ingénieries s'effondrent, on rattraperait le réchauffement en un claquement de doigts. Ce claquement de doigts étant de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe. Et donc ça ferait vraiment un choc de réchauffement. Donc si on avait un regard un tout petit peu objectif, un tout petit peu transversal sur ce type de technologie, probablement on ne serait pas si confiant. Et en plus de nous faire perdre en objectivité, ce biais technologique, il nous donne l'illusion de vivre dans un déterminisme technologique. Aujourd'hui, l'avenir de la voiture, c'est la voiture. L'avenir de l'avion, c'est l'avion. L'avenir du tracteur à GPS intégré, c'est le tracteur à GPS. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça, vous avez compris l'idée. Cette conception linéaire, en fait, le problème, c'est qu'elle nous enferme dans un cône beaucoup trop étroit de solutions. Et elle influence même la façon dont on voit notre histoire. Pendant longtemps, par exemple, et Maxime vous en parlera encore tout à l'heure, l'école d'ethnographie française, bien représentée par André Leroy-Gourand, présentait l'évolution des techniques de cette façon.
On avait une continuité logique, apparemment linéaire, entre les silex jusqu'au couteau. On pourrait rajouter la tronçonneuse en dernière étape. Enfin, voilà. Seulement, le sociologue Alain Gras a étudié ça et il n'était pas d'accord. Il disait, en fait, le problème dans cette approche, c'est qu'on projette le sens contemporain de l'objet, le couteau en l'occurrence, sur des objets du passé. Mais potentiellement, ces silex pouvaient dire bien autre chose. Ils avaient sûrement des fonctions spirituelles, des fonctions artistiques, c'était des marqueurs de statuts sociaux. Ça avait sûrement plein d'autres fonctions. Bref, comme le disait Anaïs Nin, elle cite un proverbe talmudique qui dit « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes ». Cette continuité technique, en gros, est une illusion. Plus que jamais, on a besoin de se rappeler que la technique relève de choix. Je pense que vous êtes très bien placé pour le savoir, c'est votre quotidien de concevoir des techniques dans tous les domaines, enfin, surtout dans le numérique, j'ai cru comprendre quand même. Il y a des gens dans la géo-ingénierie d'ailleurs, dénoncez-vous, madame. Ah, très bien, j'aurai peut-être des retours très constructifs après, ça m'intéresse. Je vais me faire gronder. Voilà, donc cette continuité technique est une illusion, et Alain Gras, toujours le même, disait « On ne choisit pas une technique parce qu'elle est plus efficace, mais c'est parce qu'on l'a choisie qu'elle devient plus efficace ». Sinon, comment expliquer ces revirements classiques dans l'histoire des techniques, comme par exemple la voiture électrique? Je ne surprendrai personne en disant que la première Porsche électrique date de 1898. C'est d'ailleurs le premier modèle de Porsche pour les amateurs et amatrices. Le choix devient donc la première étape. Mais en fait, le problème de ce choix, c'est qu'il est absolument terrifiant. Si je vous demande, madame, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ces techniques de sélection de plantes basées sur l'édition génomique, les NBT. Je vous regarde, vous, précisément. Monsieur, vous avez le visage fermé. Monsieur, voilà, au premier rang. Qu'est-ce que vous pensez des SMR, ces petits réacteurs modulaires? En fait, à partir du moment où on a choisi de n'être ni Amish, ni Startup Nation, de se dépolariser, ça devient très, très compliqué de faire des choix technologiques. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite méthode en 5 points, 5 dimensions à analyser pour éviter de tomber dans ce biais technologique qui nous fait prendre des décisions technologiques potentiellement désastreuses. Le premier, c'est évidemment évaluer l'impact matériel des technologies. Ça tombe sous le sens, c'est une évidence. Pourtant, on a un peu perdu ce réflexe. On se comporte d'une certaine façon comme ces aborigènes de Mélanésie occidentale, coloniale, qui avaient été étudiés par Peter Lawrence. Et ces colonies pratiquaient ce qui s'appelle le culte du cargo. En gros, les aborigènes voyaient les soldats américains et japonais faire des commandes de ravitaillement par téléphone, etc. Et donc, les aborigènes pensaient que ça, c'était un rituel, et que les dieux, ensuite, amenaient des provisions. Donc, ils se sont mis à imiter les colons américains et japonais. Ils ont fabriqué des avions en bambou et en paille. Ils ont fabriqué des postes de radio en bois. Ils se sont mis à porter des uniformes simplement parce qu'ils pensaient que ce type de pratique allait leur apporter du ravitaillement. Vous devez vous dire, c'est quoi le rapport avec nous? Le rapport, c'est que ces aborigènes n'avaient aucune idée du tissu productif sous-jacent, en fait, à tous ces appels. Et aujourd'hui, on se comporte un peu de la même façon. On s'est tellement déshabitué à voir les racines de notre système productif qu'on fait des choix, et assez souvent des choix technologiques, en prenant pas du tout en compte les racines de la production. Du coup, pour nous faire revenir un peu sur Terre, il y a un designer britannique qui s'appelle Thomas Thwaites qui a proposé une expérience artistique incroyable. Je vous recommande vraiment le livre, je vais le projeter juste à la fin. C'est une expérience très, très déstabilisante. Il a voulu construire de ses propres mains l'objet apparemment le plus nul, le plus basique de notre civilisation technologique. Vous avez une idée? Si vous avez la réponse, si vous avez lu le livre, ne le dites pas, c'est pas rigolo. D'accord. J'ai un chrono devant les yeux, alors je stresse. C'est un grille-pain. Il a décidé de faire de ses propres mains un grille-pain, en partant évidemment de la roche-mère, c'est-à-dire à partir de pétrole brut, à partir de granit brut, voilà, il a voulu le faire lui-même. Au bout de 6 mois, le récit est très drôle, hein, avec ce petit trait d'humour anglais, c'est délicieux. Il a donc démonté son grille-pain, il a constaté qu'un grille-pain à 4 $ contenait plus de 400 pièces dans 38 matériaux différents. Et il a ensuite essayé de le faire lui-même, ça lui a pris 6 mois, ça a été une catastrophe absolue, il a perdu 10 kilos, etc. Et il est arrivé à ceci.
Ceci s'appelle un chauffe-pain. Il a disjoncté sa maison le premier jour, il s'est fait renvoyer par sa mère. Enfin bref, le récit est vraiment amusant. Donc voilà, je vous recommande cette lecture. Mais ce que nous raconte en fait cette œuvre d'art, c'est que chaque technologie qui nous entoure, chaque technologie, renferme des chaînes de valeur énergétiques et matérielles dont on n'a plus du tout la mesure. Et on a besoin de ce type d'exemple pour se rappeler. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la 5G. Voilà, c'est un bon exemple. Aucune étude n'avait été produite pour voir l'impact énergie et matière de l'infrastructure au sens large. Je ne parle pas de l'infrastructure réseau, je parle des terminaux qui sont impliqués par le nouvel usage. La deuxième dimension à prendre en compte, oui, pardon, je voulais faire une petite mention d'Aurore Stéphan, dont c'est le métier quand même d'analyser ces chaînes de valeur en allant très loin dans le détail. Et elle était intervenue l'année dernière, vous pourrez retrouver sa vidéo sur YouTube. Je l'ai regardée, c'est passionnant. C'était une table ronde. Le deuxième point, c'est la dépendance géopolitique. On a vu pendant la crise sanitaire que c'était absolument indispensable de prendre garde à la notion de dépendance géopolitique. On l'a vu avec le paracétamol, où on s'est retrouvé un peu à sec parce qu'on n'avait pas suffisamment de production sur notre territoire, voire plus du tout. Pourtant, notre dépendance géopolitique, elle naît aussi des choix que l'on fait. Dans le numérique, par exemple, les travaux du journaliste Guillaume Pitron, que vous avez sûrement dans votre secteur dû lire, sont très éloquents et montrent à quel point notre dépendance est croissante envers d'autres puissances. Et pourtant, ce point-là de débat, il apparaît souvent comme secondaire quand il s'agit de choisir une technologie. La création de dépendance que va impliquer le choix de cette technologie. Pourquoi est-ce que la dépendance à la Chine, par exemple, est autant mise en œuvre en avant quand on parle des cellules photovoltaïques et aussi peu quand on parle du développement des objets connectés? C'est très curieux. En tout cas, lier nos infrastructures technologiques à des pays dont l'empreinte écologique par unité de production est parfois 5, 10, voire 20 fois plus élevée que la nôtre, évidemment, ça pose une question dans nos choix technologiques. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Le troisième point, c'est les verrouillages socio-techniques. Là, on rentre dans un aspect plus sociologique. Un politiste américain qui s'appelle Paul Pearson a développé la notion de dépendance au sentier, qui est assez proche. En gros, ce que dit la dépendance au sentier, c'est qu'on peut être bloqué parfois dans des structures d'inefficacité à cause de choix passés. On connaît ça très bien dans nos villes qui ont été développées sur le modèle américain, où voilà, la voiture est devenue indispensable, a provoqué ou permis l'étalement urbain. Maintenant, on dit provoquer parce que ça n'est plus désiré. Et on se retrouve bloqué dans cette situation où 74% des actifs prennent tous les jours leur voiture pour aller au travail. Cette situation est clairement pas souhaitable. On préférait que ce soit autrement. Donc, pour les choix technologiques qu'on va être amené à faire, il faut au maximum anticiper ces verrouillages socio-techniques. Et il y a un exemple flagrant, c'est la géoingénierie solaire en l'occurrence. Souvenez-vous de cette histoire de choc de terminaison. Une fois qu'on aura commencé, on ne pourra plus arrêter, au risque de s'exposer à ces fameux chocs de terminaison. Donc il faut l'anticiper. Si on décide d'aller dans cette direction, il faut avoir conscience du fait qu'on va se verrouiller dans une infrastructure socio-technique bien précise. Quatrième point, la complexification. Nos choix technologiques doivent éviter la complexification. Edgar Morin, que vous avez peut-être dû croiser dans des interviews, peut-être dans ses livres, dans l'introduction à la pensée complexe, dit « La complexité, c'est le défi, c'est pas la réponse ». Et pour moi, c'est un point vraiment important. La complexité, elle peut être nécessaire. On a beaucoup parlé des low-tech, etc. Low-tech en matière médicale, low-tech en matière de défense militaire, ça ne tient pas forcément la route. Mais quand c'est possible, la frontière de ces technologies simples, non complexes, devrait être poussée au maximum. D'une part parce que, déjà, elle rend plus facile en général la fermeture des boucles économiques. Dans le numérique, par exemple, la complexification, vous connaissez ça très bien, la miniaturisation provoque bien souvent une ouverture des chaînes de production. Il n'y a plus moyen de recycler nos smartphones tellement ils sont denses et complexes. Non. Mais de façon peut-être plus sociologique, la complexité rend la technologie peu appropriable. C'est ce que dénonçait d'ailleurs le penseur Ivan Illich, que vous avez peut-être aussi croisé. En empêchant l'appropriation, en fait, la complexité, elle réduit la capacité à réparer les technologies soi-même, et donc, quelque part, elle cultive, elle stimule la culture d'obsolescence. Pour revenir à notre grille-pain, si tout le monde s'habitue à avoir un grille-pain connecté, donc comme celui de droite ici, il deviendra normal de plus le réparer soi-même.
Et au-delà, en dernier point, on pourrait dire que la complexité signifie généralement beaucoup plus de recherche et d'investissement, et donc finalement plus de consommation pour rentabiliser le tout. Donc nous devons étendre au maximum la frontière de ces techniques simples, à mon sens, c'est des avis, voilà, je vous partage une réflexion personnelle, sachant que beaucoup de penseurs ont réfléchi là-dessus, Ivan Illich, Lewis Mumford, Schumacher, etc. Pour prendre une formulation d'un ingénieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Biwix, sur ce lien entre low-tech et high-tech, l'idée, c'est de revenir aux visiteurs, mais avec le dentiste. Je vous laisse sur cette réflexion. Dernier point de mon analyse en 5 dimensions, c'est de prendre garde à ce que nos technologies ne provoquent pas davantage d'accélération sociale. Pour ça, je me base sur un penseur, sociologue allemand, qui s'appelle Hartmut Rosa, contemporain absolument passionnant. Si vous avez l'occasion de le lire, ce livre a été pour moi une révélation. Selon lui, on serait pris dans une sorte de spirale d'accélération, dont l'origine serait l'accélération technique, qui provoquerait une accélération individuelle. Il faut entendre par là l'augmentation du nombre d'expériences par unité de temps. On fait toujours plus de choses dans une journée, qui elle-même génère de l'accélération sociale, c'est-à-dire que l'expérience accumulée par une personne devient obsolète toujours plus rapidement, à cause de cette accélération générale. À mon sens, la 5G, j'y reviens, c'est un exemple que j'aime bien. Encore une fois, ne prenez pas ce que je dis comme une opposition pure et totale à la 5G. J'étais en faveur d'une forme de 5G, notamment dans l'industrie, mais pas forcément généralisée partout. La 5G, si elle est généralisée par exemple dans les transports, qu'elle permet les voitures autonomes, permettra aux gens de travailler dans leur voiture, très probablement. Il deviendra donc normal de cumuler deux choses qu'on ne faisait pas avant, ou peut-être qu'on le faisait dans le train, mais pas dans les voitures, de travailler et de se déplacer en même temps. Et au fur et à mesure, donc il y aurait des early adopters, etc. Et au bout d'un moment, ça deviendrait une norme courante de faire ça. Et donc, ce serait une nouvelle norme de travail. Donc, collectivement, à travers une accélération technique, on aura généré une accélération sociale. Et le problème de cette accélération sociale, en plus, selon Hartmut Rosa, c'est que ça répond à notre peur de la mort, en fait, dans une société toujours moins spirituelle. On a envie d'accumuler au maximum pour ne pas voir qu'il y a une fin. Le problème de cette accélération, évidemment, c'est qu'elle est extrêmement intensive en énergie et en matière. On y revient encore une fois. Si nous avions le temps, par exemple, les voitures électriques pourraient être beaucoup plus légères, parce qu'il deviendrait normal qu'un trajet de 500 km mette 8 heures au lieu d'en mettre 5. Et dans ce cas-là, on pourrait mettre des batteries beaucoup plus petites, des batteries qui se rechargent peut-être plus lentement, on les rechargeait plus souvent, on irait moins vite. Pourtant, vous avez ici le premier modèle de voiture électrique vendue en France, au premier trimestre 2023, c'est à peu près 9000 modèles. Ça ne correspond pas exactement à ce type de voiture. Pareil pour les voyages en avion, si on prenait le temps de partir en vacances, si on a arrêté d'organiser nos vacances par petites grappes de 7 jours, où il faut absolument aller vite à l'autre bout du monde, eh ben, peut-être que le temps des avions serait fini, si on prenait ce temps-là. Ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est simplement que notre rapport au temps a un impact sur notre intensité, matière et énergie qui est absolument considérable. Une fois qu'on a dit tout ça, voilà, on a nos 5 critères. Il faut évidemment les prioriser. Cette précision, elle est importante parce qu'il arrive que sous l'emprise de l'excitation face à certaines formes de technologie, on laisse la technologie et certains concepteurs d'une technologie donnée définir ses critères d'efficacité. Au sujet des OGM, par exemple, le sociologue Alain Gras, dont j'ai parlé tout à l'heure, disait que ces OGM, ils nous placeraient sur une trajectoire de développement technologique qui élaborait ses propres facteurs d'efficacité. Peut-être dit comme ça, c'est pas très clair. Ce que ça veut dire, c'est les critères définis à l'époque, c'était la vitesse de croissance des plantes et leur résistance à certains herbicides. Les critères non prioritaires étaient par exemple la perte de diversité génétique ou encore la réorganisation des rapports de force, disons, dans le monde agricole. Et si on vient à notre exemple de voiture électrique, c'est assez flagrant qu'il y a des critères prioritaires sur d'autres. Là, voilà, c'est le site de vente de Tesla. Vous avez comme critère prioritaire l'autonomie, la vitesse et l'accélération, le 0 à 100. Peut-être que si on choisissait de prioriser différemment les critères, ces choses-là pourraient rester évidemment dans les manuels de présentation des voitures, dans les caractéristiques, on pourrait avoir une structure de transport très différente. En fait, c'est un peu comme dans tous les domaines. À partir du moment où on change les indicateurs de performance, on change
l'entité en question. Dans une entreprise, je ne sais pas si certaines entreprises ici ont adopté la comptabilité en triple capital. Peut-être. Ouais, voilà. Bon. Ce type de choses change complètement la façon dont une entreprise opère. Et pareil, quand un pays adopte des nouveaux indicateurs de performance alternatifs au PIB, ça n'existe pas encore, mais peut-être que ça pourra changer quelque chose. Voilà. Tout ça est très beau. C'est des analyses, des points d'analyse assez rationnels, assez froids, qui sont précisément faits pour éviter d'être trop sous l'emprise de ce que j'estime être un biais culturel fort, qui est notre appétence, notre réflexe technique. La question c'est, que dit-on à cette partie de nous-mêmes qui est toujours fascinée par la technique? Et vous parlez à quelqu'un qui faisait des fusées avec du propergol liquide à 10 ans. Donc, enfin, vous ne parlez pas en l'occurrence, je vous parle, mais voilà, c'était mon enfance. Donc j'ai aussi vraiment ça chevillé au corps, ce réflexe technique. Et puis je suis ingénieur de formation. Déjà qu'on se rassure, on aura absolument besoin d'optimisation, de développement technique. C'est le message de l'explorateur virtuose Bertrand Piccard, qui dit qu'il y a deux phases. Il y a une phase de sélection de projets et ensuite une phase d'optimisation de ces technologies. Donc on aura toujours besoin d'utiliser et de développer cette culture technique. On en a vraiment besoin aujourd'hui. Je pense aussi à Team for the Planet qui est... Arthur est là dans la salle, j'imagine, quelque part aujourd'hui. Peut-être pas encore. Non, peut-être pas encore. C'est la même idée. On sélectionne pour optimiser. Donc, on pourra laisser encore libre cours à cette culture technique. Mais, et c'est un point sur lequel j'avais débattu, j'ai eu la chance de débattre avec Bertrand Piccard, on n'était pas d'accord là-dessus. Je pense aussi qu'il est temps pour nous d'essayer de promouvoir de nouveaux imaginaires dans lesquels la technique aurait une place potentiellement plus secondaire, plus utilitaire. Et ça, on peut le faire à travers plein de leviers. J'ai fait une conférence complète sur ce sujet-là, à travers les jeux vidéo, à travers les séries, les fictions, etc. En gros, quand vous naissez dans l'univers de Marvel et de James Bond, c'est un tout petit peu dur de croire à l'avenir du lombricompost. Donc, en jouant un peu sur notre culture, sur nos vecteurs culturels classiques, grand public, on pourrait aussi calmer un peu cette pulsion technique que l'on a en nous. Et empreint de ce nouvel imaginaire, on deviendrait probablement plus à même d'être capable de renoncer à certaines technologies, parce que c'est quelque chose qu'on va devoir faire de toute évidence. On va devoir renoncer à certaines technologies, on va devoir en pousser d'autres, c'est une évidence. Renoncer, on l'a déjà fait, on le fait dans le domaine de la biologie par exemple. Si monsieur, par exemple, vous essayez de faire un clone humain, vous pourrez encourir 30 ans de réclusion criminelle et payer 7,5 millions d'euros d'amende, c'est assez dissuasif. On sait s'empêcher de faire certaines choses, on y arrive. Et d'autres civilisations, en d'autres temps, l'ont fait. Les Chinois, par exemple, pendant très très longtemps, se sont interdits d'utiliser la pompe hydraulique pour leurs mines de charbon, pour des raisons spirituelles. On sait le faire. On a su le faire, mais on ne le fait pas encore assez. Et donc, l'idée, en fait, plus fondamentale, c'est de revenir sur peut-être la conception la plus directe qu'on a du progrès aujourd'hui, qui est dans cette citation de Francis Bacon. Je sais qu'elle est chère à Maxime Blondeau qui interviendra tout à l'heure. Tout ce qui est faisable est à faire, tout le faisable est un progrès. Ce type de mentalité est obsolète. Et c'est ça qu'il faut recomposer aujourd'hui sans tomber encore une fois dans la technophobie généralisée et sans tomber dans la technophilie absolue. En guise de conclusion, et là c'est peut-être plus poétique, peut-être qu'il serait temps aussi de cultiver un rapport plus artistique plutôt que consommateur à la technologie. Souvenez-vous par exemple des images et des récits qui avaient été livrés par la station, enfin le fait d'avoir marché sur la Lune. C'était une expérience incroyable. C'était une poignée d'astronautes dans une fusée très loin et en fait ça a généré un récit collectif absolument incroyable. Ça a généré potentiellement beaucoup d'histoires dans le monde entier. Ça a généré un sentiment d'appartenance. Et malheureusement, aujourd'hui, la technique, c'est assez flagrant qu'elle se traduit beaucoup par de la consommation individuelle. On est largement plus fasciné par l'iPhone qu'on a dans la poche avec 3 superbes caméras que par les dernières avancées en recherche spatiale, par exemple. Donc, pour illustrer ce rapport à la technique, je pense que si nous devions retourner un jour sur la Lune, essayons d'y envoyer plutôt des scientifiques et des artistes, plutôt que des milliardaires vendeurs de bagnoles. Merci beaucoup.